c'était toujours rouler. Et lui, c'est ce qui l'a fait arrêter. Et il m'a toujours dit, il faut pas perdre cette motivation parce que c'est ça qui te fait tenir et c'est ça qui te rend heureux aussi. C'était heureux de faire du vélo parce que tu as cette motivation d'aller t'entraîner. Ouais. Ah, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énormissime. Accroche. Il a gagné la finale. Allez, fort, allez. Oh, c'est la patrouille de France. L'armée des champions, c'est eux. Hello, c'est Valentin et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Loop sur le triathlon. Le podcast qui t'aide à transformer positivement ton mode de vie. Je te fais découvrir à travers des athlètes, des coachs, des nutritionnistes et bien d'autres experts la discipline physique et la résilience mentale qui t'aideront à devenir meilleur chaque jour. Alors bonne écoute. Vivez le triathlon et le cyclisme autrement avec la communauté Les Bornés. Première communauté mixte d'Europe qui s'engage pour la place de la femme dans le sport. Que vous soyez un homme ou une femme, retrouvez-y des événements partout en Europe et des séjours exceptionnels pour être prêt pour vos prochaines compétitions. Mais également, vous allez pouvoir vous enrichir d'une expérience hors du commun en partageant avec toute cette communauté. Retrouvez les séjours Les Bornés sur le site lesbornés.com et grâce au podcast, bénéficiez de 5% de réduction sur toute la boutique, incluant du coup les séjours, avec le code LSTLB24. Je vous remets tout ça en description et je vous dis bonne écoute. Hello Maël. Salut. Ça va ? Ouais, super. Nickel. Bon là t'es bien installé là. Ouais, je suis bien. Au top. Bon ça me fait plaisir de te recevoir sur le podcast. T'as l'honneur d'ouvrir le monde du cyclisme parce que t'es le premier à passer dans le podcast Loop sur le triathlon et à être cycliste. Donc on va découvrir vraiment tout cet univers. C'est ce qui m'inspire chez toi. C'est ce qui m'inspire aussi dans ce milieu-là et je pense qu'on peut faire des très beaux parallèles. Pour commencer, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais te présenter ? Parce que moi je te présente en tant que cycliste, mais qu'est-ce que tu fais réellement dans la vie ? Ouais, je fais beaucoup de vélo déjà, c'est sûr. Non, moi, c'est ma 3e année chez les pros en vélo. J'ai été dans des équipes amateurs avant de pouvoir passer pro. J'ai quasiment toujours fait du vélo depuis tout petit et surtout toujours fait du sport. Et puis, je suis un amoureux du sport avant tout et ouais, je suis aussi bien le vélo que le triathlon, que la course à pied. Voilà, je me passionne de beaucoup de sports. Voilà, plus dans ma vie un peu moins sportive, on va dire, j'ai fait des études quand même avant d'arrêter pour me consacrer vraiment au vélo et passer pro. Donc, j'ai fait une licence en sciences de la vie et de la terre, Okay. Un domaine que j'apprécie particulièrement. J'étais vraiment spécialisé en écologie, en biologie des organismes. Et voilà, c'est quelque chose en fait qui est quand même vachement lié à mon sport, je trouve, parce que ce que j'aime dans ces sports d'extérieur, c'est être dans la nature, c'est être dehors dans la montagne. Et voilà, c'est ce que je voyais en cours et ça me plaisait d'aller découvrir ensuite sur le terrain tout ce que j'apprenais. Donc voilà, on va dire deux passions quand même, parce que voilà, je suis un amoureux du sport, mais j'adore aussi vraiment cet aspect nature et voilà, je suis un amoureux du sport en plein air avant tout, quoi. Ok, et justement, c'est intéressant parce que dans ce podcast, comme je disais, de base, on reçoit majoritairement des triathlètes qui très régulièrement peuvent se définir comme triathlètes professionnels, mais qui malgré tout n'en vivent pas. Du coup, ils se définissent comme semi-professionnels, certains ont un travail à côté, certains sont dans un long débat de trouver des partenaires. Toi, quand tu dis que tu es cycliste professionnel, aujourd'hui tu as une team qui te finance, tu as ton salaire qui tombe tous les mois, comment ça se passe ? Ouais, c'est un statut reconnu en France. Voilà, on a un statut de sportif professionnel, donc il y a des bases, des salaires minimums, des contrats qu'on signe avec des équipes et ouais, on a des salaires qui tombent tous les mois et on a la chance par rapport à beaucoup de sports d'avoir ce statut de sportif professionnel et d'en vivre. Okay. Par contre, c'est vrai qu'on a aussi des contrats qui sont souvent très courts. Donc ça peut vite être un sport qui peut être aussi précaire dans le sens où tout peut s'arrêter très vite si les résultats ou ce qu'on attend de toi sont pas à la hauteur de ce que demande l'équipe, le contrat se termine à la fin d'année et puis c'est ciao, quoi. Ok, ouais, donc on voit que c'est quand même structuré un petit peu plus que dans certains domaines. Moi je suis quand même intéressé pour savoir comment on rentre dans une équipe, comment on se fait repérer, etc. Mais avant toute chose, on va essayer de revenir sur Maël Petit.
Justement, là aujourd'hui, t'as quel âge et petit, comment tu te définissais? Est-ce que là, actuellement, on a ton frère à côté de nous qui fait quelques photos, mais est-ce que c'était toi le plus sage de la famille? Est-ce que c'était toi justement le plus sportif? Vous avez toujours été dans cet esprit-là? Comment tu te définis petit? Du coup, là, pour répondre à ta première question, je viens d'avoir 26 ans. Ok. Je suis du début d'année. Mais ouais, depuis tout petit, j'ai toujours fait du sport et je pense que j'étais même pas forcément le plus sportif de la famille parce que mes deux frères ont toujours aussi fait beaucoup de sport, surtout jeunes. Par contre, j'étais peut-être le plus compétiteur. Je détestais perdre. Et ouais, après, on a fait beaucoup de sport ensemble. Voilà, je pense que Lohan, il s'en souvient, mais on a passé des heures à jouer au foot dans le jardin. C'était vraiment, on pouvait pas ne passer une journée sans faire de sport. On a eu des téléphones portables très tard. On regardait quasiment pas la télé. Mais par contre, on était tout le temps soit dans notre jardin à jouer au foot, soit dans la forêt en train de faire des tours de vélo, des tours de monocycle, de la course à pied. On était tout le temps en train de vadrouiller. On a joué aussi beaucoup au basket et je pense que ça nous vient de nos parents parce que tous les deux sont très très sportifs. Moi, mon père était coureur cycliste. Okay. Mon grand-père aussi, son papa, donc ça descend un peu de là. Et puis ma maman a joué à haut niveau en volley quand elle était jeune. Et tous les deux ensuite, quand ils ont arrêté leur sport respectif, ils se sont mis au badminton. Et ils ont été aussi à un très très bon niveau au badminton. Et c'est un sport qu'on a pratiqué longtemps, Lohan et moi. Moi jusqu'à au moins mes 18 ans, en parallèle du vélo, l'hiver, je continuais à faire des vraies saisons de badminton où je faisais des tournois. J'ai même fait des tournois en double avec ma mère, avec mon père. C'est un sport que j'adore. Autant je disais que j'adorais les sports extérieurs, mais le badminton, c'est vraiment très ludique et c'est un sport que j'adore. Et ouais, pour ça, je pense qu'on a été élevés dans le sport. Et puis, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que ma maman est professeure de PS au lycée, donc ça joue aussi. Mais par contre, on nous a jamais poussé à faire du sport, mais ça a toujours été naturel. On a toujours eu envie de Ouais, ça faisait partie de votre quotidien et autour de vous, les gens le pratiquaient. Et justement, on comprend que ça vient du papa aussi et de son papa aussi. Cet amour du vélo, ça arrivait quand est-ce que tu tombes sur un vélo? Est-ce que ça vient d'abord par le VTT? Est-ce que tout de suite tu vois un vélo de route et tu te dis waouh, c'est ça que je veux? Ouais, ça vient d'abord par le VTT. Mais je pense que c'est venu parce que je voyais mon père aller rouler et que ça me donnait envie de faire comme lui. On partait pas mal en vacances en camping, on partait beaucoup en Corse ou dans le sud de la France et lui il prenait toujours son vélo et ça je pense que ça m'a toujours donné envie de me dire mais c'est génial, là il part découvrir des chemins, il va aller voir des vues incroyables et ça m'a toujours donné envie. Et au début j'ai commencé en VTT et je pense que je devais pas rouler assez vite, du coup mon père il voulait pas rouler avec moi, du coup je commençais avec ma maman et je me rappelle qu'on faisait on partait sur les sentiers le long de la Loire parce qu'on habitait juste sur la Loire à Saint-Brévin. Okay. Et du coup on partait faire des petits tours en VTT sur le long de la Loire. Ça a commencé vraiment comme ça jusqu'au moment où j'ai dit à mon père non mais je veux m'inscrire dans un club parce que c'est des courses que je veux faire et voilà, là il a fallu m'inscrire puis après pour la petite anecdote il a fallu me trouver un vélo et mon premier vélo on l'a acheté dans un vide-grenier. Okay. On le faisait le vide-grenier, je pense que trois garçons on accumulait pas mal de choses donc il y avait des choses à revendre donc on était sur le vide-grenier et puis en se baladant il y avait un autre stand où il y avait un vieux vélo Peugeot bleu et jaune là. Et je suis même triste de pas l'avoir gardé ce vélo, je sais même pas où il a fini mais on l'avait acheté 10 € et puis mon père comme il s'y connaissait en vélo et il avait bricolé le truc puis on était reparti comme ça et puis c'était parti avec un vélo acheté au vide-grenier à 10 €. Donc c'est la première fois que t'es monté sur un vélo de route? Ouais, c'est ça. Putain, le kiff. Et du coup là t'as quel âge? Tu commences première licence du coup FFC? Ouais, première licence je crois 10 ans. Ok. 9-10 ans, 10 ans. Ouais. Et là aujourd'hui, donc 10 ans, 26 ans, on voit que t'es vraiment un amoureux du sport. On va dire que malgré tout, t'aimes la compétition, mais de ce que je comprends par le badminton et on verra ensuite par le vélo, t'aimes aussi ce jeu qui se cache derrière et ce partage. Ouais. Et justement, est-ce que toi, quand t'avais 10 ans, t'étais au collège, au lycée, tu voulais vivre de ce sport? Est-ce que c'était une vision que t'avais ou justement... c'était vraiment qu'un loisir et t'avais pas un potentiel sur ces sujets-là, quoi? Non, je pense que j'en ai toujours voulu en vivre. Je sais pas pourquoi, mais ça a toujours été un rêve d'être professionnel. Et je pense que c'était même un rêve d'être professionnel dans le sport avant d'être professionnel dans le vélo. Okay. C'est-à-dire que j'ai même fait beaucoup de basket avant de me mettre au vélo.
De mes 5 à 10, 12 ans, j'ai fait aussi un peu de foot. Et puis, comme je disais, du badminton en parallèle. Et j'ai toujours eu ce rêve de passer professionnel dans un sport, d'en faire mon métier, parce que c'est ça que je me voyais faire depuis tout petit. Et ouais, quand je faisais du basket, j'avais les posters de Tony Parker dans la chambre. Après, quand je faisais du vélo, j'avais les posters de coureurs professionnels. Et c'était ça, je voulais faire comme eux, quoi. Ok, et tu cernais ce qui se cachait autour. Est-ce que tu comprenais l'univers de comment on devient justement sportif professionnel? Qu'est-ce que ça cache, les avantages, les inconvénients? Ou est-ce que c'était vraiment un rêve d'enfant et tu voyais juste le côté non, positif? Pas du tout. Je voyais juste, tu montes sur ton vélo, tu vas faire ta course, quoi. Ouais, c'était ça, c'était kiffer ton sport et pouvoir en vivre. Ouais. Ok. Et justement, à un moment donné, ce rêve, tu l'as eu. Aujourd'hui, on voit que quand même, t'as réalisé une partie de ton rêve. On verra après si t'en as un autre et tu vas aller sur d'autres domaines ou tu vas aller plus loin. Mais justement, qu'est-ce que t'as mis en place pour réaliser ce rêve? Est-ce que c'est venu naturellement parce que voilà, t'as fait les choses au fur et à mesure, ou est-ce que tu t'es dit, voilà, je veux atteindre ça, tu l'as exprimé à ton entourage et t'as mis des choses en place? Comment ça se passe? Ouais, c'est beaucoup de sacrifices quand même, parce que ça commence par vouloir performer chez les jeunes, notamment, on va dire, à partir des catégories cadets, juniors, donc de 14 à 17, 18 ans, là, où commence à... Ouais, là, les compétitions commencent à être vraiment sérieuses. Et en fait, tu commences par refuser beaucoup de sorties avec les copains. T'es jamais là le week-end parce que t'es toujours parti en course. Ouais. C'est aussi beaucoup de sacrifices pour ta famille, parce que moi, depuis mes 10 ans, mon père, il a pas eu beaucoup de dimanches, quoi. C'était tous les week-ends sur les courses, fallait m'emmener. Des fois, il y avait des longues heures de route. Des fois, fallait prendre des hôtels la veille. Donc, c'est aussi des sacrifices financiers. Ouais. Parce qu'après, je parlais de mon Peugeot à 10 €, mais après, les vélos, ça coûte cher. Il fallait changer les chaînes, les pneus, les plaquettes, enfin, tout ce qui va avec. Les casques, les chaussures et tout ça, c'est beaucoup de sacrifices, mais tu sais qu'au fond, tu le fais pour quelque chose et tu veux pas avoir de regrets. Et après, il y a eu la période à la fac qui a pas été simple non plus, parce que je voulais pas arrêter les études. Je trouvais que c'était vraiment important d'en faire, et mes parents m'ont aussi poussé à le faire et je le regrette pas. Je pense que sur le plan uniquement sportif, j'ai perdu du temps, c'est sûr. Okay. Par contre, je suis contente quand même d'avoir ce bagage, parce que ça aurait très bien pu tout capoter et j'aurais pu ne jamais trouver ce contrat professionnel. Et ouais, j'avais quand même ce bagage derrière moi qui était important. Et ouais, mais là, ça a été des années quand même compliquées où je roulais de nuit le matin, de nuit le soir, j'allais en cours entre les deux. C'était vraiment pas simple, et en plus, tu as l'impression de faire les choses un peu à moitié, parce que du coup, ça t'intéresse ce que tu fais à la fac, mais en même temps, tu loupes des cours, tu te retrouves tout le temps largué. Ouais. Des fois, tu prends des sales notes alors que c'est un sujet qui t'intéresserait, mais t'as pas eu le temps de réviser parce que tu étais en course pendant que tout le monde avait son week-end. Pareil, tu refuses toutes les soirées étudiantes. Et puis, d'un autre côté, sur le vélo, t'es pas au top non plus, parce que par rapport à ceux qui sont pas en études, ils se sont entraînés tous les jours de la semaine. Toi, tu t'es entraîné que 3 ou 4 fois. Et puis, à des horaires pas possibles, quoi. Donc, c'était pas facile, mais t'as ce fil rouge qui te tient en te disant ça va le faire. Et quand ce sera fait, je serai pro et j'aurai que ça à faire, quoi. Ouais, donc en fait, c'est vraiment ta vision depuis petit, en fait, qui t'a l'idée. On voit que c'est pas simple parce qu'il y a plein de sujets extérieurs qui viennent. Là, de ce que j'analyse, au final, il y a quand même la partie familiale qui t'a beaucoup aidé. Les études, ça te plaît, mais comme tu dis, c'est peut-être un sentiment de légitimité que tu as été chercher pour la suite. Mais justement, est-ce que tu as la force de caractère tout seul pour te dire les soirées c'est dur, quand tu te prends cette mauvaise note, tout ce que tu viens d'expliquer, tu le mets en place tout seul et tu te dis non mais c'est bon, je sais, c'est ma vision, je l'ai définie, etc. Ou alors autour de toi, t'es déjà structuré, je sais pas, t'as un coach qui te suit et qui est dans ce délire-là, t'as un préparateur mental, comment t'es structuré à ce moment-là qui est très compliqué? Je pense que dans la tête, en fait, tu sais que tu peux y arriver, c'est parce que, surtout mon profil, mais il y en a d'autres comme moi, mais j'ai énormément gagné chez les jeunes, dans les jeunes catégories. Donc en fait, c'est ça qui te pousse, c'est que t'en veux toujours plus. C'est-à-dire que j'ai gagné, je sais plus, peut-être quasiment 30 courses en minime. 20 sur une année. Donc en cadet, tu te dis je veux faire autant, je veux aller gagner les plus belles courses, je veux aller m'affronter avec les meilleurs. Puis en junior, c'est pareil. Et du coup, en fait, tu veux gagner toujours plus, et c'est ça qui te pousse à te dire c'est pour ça que je veux être professionnel. C'est parce que je sens que sur des courses, je peux être le meilleur. Donc si je suis le meilleur, là, je veux
je veux passer dans l'élite de mon sport, et cette élite, c'est le monde professionnel. Ok. Et puis tu as aussi les équipes du coup qui viennent d'abord dans les catégories jeunes. Il y a quand même mon papa qui m'a énormément aidé, parce que tout ce qui est tactique de course, c'est lui qui me les a apprises. Voilà, quand chez les jeunes, c'était drôle parce que sur les courses, c'est lui qui m'amenait sur les courses. Enfin, ma maman venait aussi des fois, mais c'est surtout lui qui m'amenait. Et il prenait toujours son vélo avec lui. Et comme ça, on faisait toujours 1, 2, voire 3 tours de circuit ensemble pour reconnaître le circuit. Donc lui, il pouvait voir les points dangereux, mais aussi les points où il fallait attaquer, où il fallait en remettre. Il me trouvait toujours un repère pour l'arrivée. S'il y avait une arrivée au sprint, il me trouvait toujours un camping-car garé ou un panneau ou quelque chose comme ça pour me dire c'est là qu'il fallait lancer le sprint. C'est toutes ces choses-là. Il m'a appris à bien courir, à courir intelligemment. Puis il m'a appris à m'entraîner aussi. Et puis après ça, en junior, j'ai intégré une équipe qui s'appelait à l'époque la Between U19 Racing Team, qui est maintenant la réserve de AG2R, de Decathlon AG2R. Et là, ça a été encore un pas formateur vers le monde du professionnalisme, parce que c'était vraiment leur but à eux de former des coureurs pour le monde professionnel. Okay. Donc c'était une équipe avec laquelle j'ai énormément appris. On est parti beaucoup en stage. On a commencé à faire des stages de montagne, des stages de préparation plutôt classiques. On a commencé à avoir des cours de nutrition, des cours sur le sommeil, des cours de mécanique. On montait notre vélo entièrement. Okay. Et toutes ces choses-là ont fait que ça se structure dans ton environnement du vélo. On avait des coachs à disposition, des nutritionnistes à disposition. On a aussi fait pas mal de cours sur la communication, sur les vidéos, les photos, tout ce qui allait ensuite, en fait, tout ce que tu allais retrouver dans une équipe professionnelle. Et moi j'ai été très bien formé par cette équipe que je remercie. Et je pense que il y a beaucoup d'autres coureurs qui sont passés par leur rang, et c'est pas un hasard, quoi. Ok, donc en fait, avant cette équipe-là, réellement, en fait, ton mentor, ton entraîneur, etc., c'est ton papa. Ouais. Et pour le coup, votre sport, c'est quand tu arrives dans une équipe que tu es formé sur tous les sujets, quoi. Ouais, okay. Tu es formé de A à Z. T'es formé même en tant qu'homme, j'ai envie de dire, et pas qu'en tant que coureur cycliste, quoi. On te passe tous les sujets de A à Z. C'est vrai que nous, c'est un sport un peu particulier, dans le sens où il y a beaucoup de sports où tu es affilié à un club qui est une ville, donc tu es tous au même endroit. Ouais. Donc il y a aussi des pôles qui se créent plus facilement. Nous, le vélo, on est tous éparpillés, et c'est pareil dans le monde professionnel. Hein. Une équipe basée à Paris, en fait, tu vas jamais à Paris, tu te rends toujours sur les courses. Donc tous les coureurs habitent n'importe où en France ou en Europe, voire dans le monde. Et c'est vrai qu'on n'a pas ce lien de pôle. Il y a des pôles, ça existe, mais il y en a très peu. Et moi, j'ai fait ma scolarité collège-lycée dans des collèges-lycées classiques sans horaire aménagé forcément pour le vélo, quoi. Donc là, en fait, il y a cet aspect formation où tu rencontres cette première équipe donc, qui vient à toi, si j'ai bien compris. Et ensuite, justement, ton premier contrat pro, donc là, tu fais tes études supérieures. Comment tu arrives vers ce contrat pro ? Est-ce que c'est toi qui as repéré la team ? Est-ce que là, tu as commencé à avoir des notions ? Est-ce que c'est la team qui vient vers toi ? Comment ça se passe, tout cet univers-là ? C'est très, très compliqué et très, sombre, entre guillemets. On ne sait pas, en fait. On sait pas. En fait, là, quand tu sors de junior, donc tu as 18 ans, donc tu passes ton bac, tu fais ta saison junior. Et actuellement, dans le cyclisme actuel, je parle comme si j'étais vieux, mais ça a très très vite évolué là, en 5-6 ans. Dans le cyclisme actuel, quand tu es dans les meilleurs juniors, tu signes un contrat professionnel directement en Espoir 1, donc à 19 ans. Okay. Nous, ça se faisait pas du tout à l'époque, c'était inimaginable de faire ça. Surtout dans le vélo, qui a toujours été un sport où on a toujours dit on arrive à maturité tardive par rapport à d'autres sports. Ouais. Et du coup, nous, le chemin classique, qu'en fait, quand tu marchais bien en junior, que tu gagnais des belles courses, c'était de trouver la meilleure équipe en National 1 possible. Donc la National 1, c'est le plus haut niveau amateur en France. Et donc c'était ça le but, en fait. C'était pas de trouver une équipe pro, c'était de trouver une belle équipe National 1. Ce que j'ai réussi à faire grâce à mes résultats, je suis rentré dans l'équipe de Sojason Espoir. Une vraie belle équipe de formation qui avait des années derrière elle et qui avait également une équipe professionnelle qui s'était malheureusement arrêtée, mais ils avaient fait le tour il y a pas si longtemps que ça. Donc moi je suis rentré dans cette équipe et puis là l'objectif c'est quoi ? C'est performer sur le calendrier national 1 pour te montrer et que tu puisses avoir des contacts avec les équipes. Il n'y a pas de système ou de chemin tout défini. Il faut performer, gagner des courses, se montrer
pour qu'on t'appelle un jour et que au bout du fil ce soit un recruteur quoi qui veulent discuter avec toi pour t'intégrer dans son équipe professionnelle. Ça marchait que comme ça en tout cas. Ok. Voilà. Après moi je te disais tout à l'heure, j'avais l'impression d'avoir perdu un peu de temps avec mes études déjà parce que physiquement du coup j'ai mis un peu plus de temps à progresser. Ouais. Et aussi parce que j'avais quasiment les résultats en junior, tout juste peut-être, mais j'avais gagné une course internationale aux Pays-Bas. J'avais quasiment les résultats en junior pour pouvoir passer professionnel si j'avais fait ces résultats actuellement. Ok. Donc en fait là je me suis retrouvé à faire, du coup j'ai fait 4 ans à Sojasen, j'ai fait mes 4 années espoir en amateur à entre guillemets trimer parce que c'est super dur, parce que tu t'entraînes 20, 25, voire 30 heures par semaine. Mais que t'es pas payé. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué, et c'est là qu'on retrouve un peu le parallèle avec le monde du triathlon. T'es pas payé, donc en fait il faut quand même un moment payer ton loyer. T'es à la fac, donc t'as un appartement à prendre et toutes ces choses là, donc c'est compliqué. Mais ouais, c'est là il y a eu 4 années qui n'ont pas été faciles. Après t'as ton entourage qui t'aide beaucoup quoi à surmonter ça, à te dire ça va pas être facile, mais si tu arrives au bout à ce que tu voulais, t'auras tout gagné, quoi. Ouais, parce qu'en fait, t'as déjà un pied, on va dire, dans le monde semi-professionnel, en fait, parce que t'as déjà la structure, etc. Ouais. Donc, c'est ça qui te lead. Il y a juste l'aspect financier. Exactement. Et cette structure-là qui te manque. Et le calendrier de course qui va être complètement différent. T'as envie d'aller courir chez les pros, courir avec d'autres coureurs. Ouais. Mais oui, sinon, une équipe comme Sojasen était quasiment aussi développé qu'une équipe professionnelle. Il y a moins de budget, mais les choses sont aussi bien faites. Il y a toute la nutrition est travaillée, tout l'entraînement est travaillé, on a des stages de préparation. Il y a beaucoup moins de budget, donc tout est un peu réduit. Ouais. Mais en fait, on a déjà un pied dans le monde professionnel, mais on n'est pas payé. Mais là, justement, tu parlais de 25-30 heures en plus de tes études, donc on se rend compte du volume et de la complexité que c'est de mettre tout ça en parallèle. Mais à côté de ça se passe comment le vélo ? T'es tout seul dans ta chambre d'étudiant, on t'envoie des planifs et tu dois faire tes entraînements, et de temps en temps tu vas voir ta team, comme tu le disais, sur une course ou une autre. Quand est-ce que la cohésion de team elle se fait ? Toi, t'es en contact avec qui ? Comment ? Pourquoi ? Alors juste déjà quand je dis qu'on fait des semaines entre 25 et 30, c'est plus actuellement. Ouais. Quand je faisais des études, ça devait plus être entre 15 et 20. C'était déjà pas mal avec les cours. Du coup moi c'était mon père qui m'entraînait. C'est lui c'était entre guillemets vieille école, hein, il m'envoyait des docs open office sur le mois à venir. Et puis il savait les jours où je pouvais rouler, les jours où je pouvais sauter les cours s'il fallait, les jours où je pouvais pas sauter les cours. Okay. Et voilà, en fonction de ça, il me préparait un programme d'entraînement. Et ensuite l'équipe, en fait, toutes les équipes fonctionnent comme ça, que ce soit dans le monde amateur, en National 1 ou chez les pros. On a des plateformes d'entraînement en ligne où toutes nos données sont envoyées, et donc en fait il y a des entraîneurs de l'équipe qui peuvent avoir accès à ces données autant que ton entraîneur, donc ils voient exactement comment tu planifies ta semaine, comment tu planifies ton mois et ce que tu vas faire et ce que tu as fait à l'entraînement. Okay. Donc quand je parle de données, c'est évidemment capteur de cadence, capteur de puissance, fréquence cardiaque, et puis ton parcours, ta vitesse, ta durée, ton temps, etc. Okay. Et puis après l'équipe, en fait, généralement, tu composes ton hiver, ta période un peu creuse, avec des stages. Tu as un premier stage souvent qui s'effectue en octobre ou en novembre, avec le nouvel effectif pour la saison d'après, en fait, de l'année d'après. Où c'est un stage qu'on appelle stage de cohésion. C'est là que tu crées les liens entre les coureurs. Souvent, la plupart du temps, tu fais pas de vélo à ce stage. C'est un stage un peu court, mais dans la période de repos de chacun, okay. Où vraiment, c'est là que tu crées la cohésion. Et puis après, tu as 2 stages de préparation en décembre, en janvier, de 10 jours à 2 semaines, où vraiment tu t'entraînes avec tout le monde et tu peaufines les tactiques, tu peaufines la forme, la condition. Et voilà, c'est ça qui fait que ce sont, entre guillemets, tes seuls liens avec l'équipe. Après, c'est les courses, quoi. Ok, et justement, là, du jour au lendemain, tu passes à faire que ça, parce que tu rentres dans une équipe professionnelle. Donc déjà, on comprend que... il y a la partie financière qui vient t'apaiser, tu sais que tu as cette partie-là, mais 7 jours sur 7, tu penses qu'à ça, tu vois que par ça. Ouais. Tu as toujours la motivation le matin quand c'est marqué, certes, sur la plateforme, mais
Comment tu le vois, cet aspect-là, au quotidien? Est-ce que c'est dur? Est-ce que, là, on en parlait, t'enchaînes quand même 2 courses d'affilée, donc comment ta saison, elle se goupille? Est-ce que tu as des bons blocs d'entraînement, comme on peut voir des fois sur certains athlètes? Ou est-ce que, justement, tu as un gros hiver et ensuite, tu viens enchaîner les compétitions au fur et à mesure et il faut prendre la charge, quoi? Moi, ça n'a jamais été un problème de m'entraîner. Moi, j'aime ça et j'aime ce que je fais. Donc, je trouve que j'ai une chance d'être sur le vélo. Et la motivation, pour l'instant, je l'ai quasiment toujours eue. Alors, je dis pas, des fois, je vois que j'ai 5 ou 6 heures à faire. Je sors la tête par la fenêtre et je dis « Oh non, c'est pas possible, je vais pas me prendre la flotte aujourd'hui. » Mais en fait, je pense que déjà, j'ai eu la chance, en passant professionnel, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est que l'équipe nous a pas imposé d'entraîneur. Donc, j'ai gardé mon entraîneur personnel, donc, qui est toujours mon père. Okay. Et en fait, on travaille ensemble sur les planifications des entraînements. Et lui, quand il était coureur, ce qui l'a fait arrêter sa carrière, c'est ce manque de motivation, justement. C'est qu'à un moment donné, il a dit je voyais plus pourquoi je m'entraînais. C'était un peu la vieille école, c'était il y a plus de 20 ans. Fallait rouler toujours plus, faire toujours plus d'heures, mais il n'y avait pas forcément de spécifique d'intensité. Puis c'était toujours rouler. Et lui, c'est ce qui l'a fait arrêter. Et il m'a toujours dit il ne faut pas perdre cette motivation, parce que c'est ça qui te fait tenir et c'est ça qui te rend heureux aussi. T'es heureux de faire du vélo parce que tu as cette motivation d'aller t'entraîner. Et je pense que du coup, le fait que ce soit toujours lui qui m'entraîne, ça me laisse une forme de liberté et surtout il m'enlève toute forme de monotonie dans l'entraînement. Et je pense qu'il y a de plus en plus de coureurs qui fonctionnent un peu comme moi, mais je pense que dans ces coureurs-là, je suis celui qui fait le plus d'activités autres que le vélo. Okay. Et ça me permet aussi d'avoir toujours une sorte de motivation, de ne pas avoir un entraînement monotone. Et j'aime bien, je fais beaucoup de VTT par exemple. C'est tout bête, ça reste du vélo. Mais en fait, juste de sortir un autre vélo, d'aller sur des chemins et pas de la route, des fois ça change tout. Et juste, quand je fais beaucoup, c'est même pas une fois par semaine. Ouais. Mais en fait, c'est parce qu'on s'entraîne tellement qu'à un moment, quand tu t'entraînes 10 jours de suite, mais que le 9e jour, tu prends ton VTT, c'est une délivrance, quoi. Ouais. Et en fait, ces petites choses-là, c'est pareil. Du coup, je cours beaucoup à pied. Pareil, il y a de plus en plus de coureurs cyclistes qui se rendent compte de l'intérêt de courir à pied. Et moi, c'est un truc que j'adore et ça me permet de ne pas penser que vélo tout le temps. Okay. Donc, entre la course à pied, entre le VTT, entre le vélo de route, un peu le vélo de gravel, la musculation, qu'on fait quand même beaucoup. J'essaye de nager aussi un peu moins régulièrement, mais quand même, je nage. Tout ça fait que moi, j'ai toujours envie de m'entraîner et c'est plus délicat quand tu arrives sur la période des courses, j'ai envie de dire. Ouais. En fait, ce qui est plus dur, c'est de toujours être parti. T'arrives chez toi, tu rentres chez toi, tu passes le feuille de la porte, tu poses ta valise, mais en fait, tu la défais pas parce que tu sais que 24 heures après ou 48 heures après, t'es reparti, tu dis bon, c'est bon, je la laisse là. Okay. Donc ça, c'est plus dur. Mais on arrive quand même à avoir un peu des blocs de courses quand même. Là, par exemple, j'ai un très gros mois de février en termes de courses. J'enchaîne toutes les courses à étapes du début de saison dans le sud de la France. Mais je sais que je vais avoir 2 semaines où j'ai plus de courses là avant de reprendre au mois de mars. Et tu sais que tu as 2 semaines où tu bouges pas de chez toi, ça te fait du bien. Et on essaie de fonctionner comme ça. On part de 3 semaines, on revient 2 semaines. Ça marche comme ça. Et le plus dur, c'est de partir de la maison, de laisser ta famille. Mais voilà, m'entraîner, c'est pas un problème. Bon, en tout cas, on voit que t'es un vrai triathlète dans l'entraînement, course à pied, natation, un peu de muscu. Ouais, faut que je développe ces qualités encore. Je veux te voir bientôt sur un triathlon. Tu reviendras en tant que triathlète après. Non, mais c'est cool. On voit qu'il y a quand même beaucoup de cyclistes aussi qui font le passage après en fin de carrière ou en milieu de carrière pour certains. Et justement, tu parles d'amusement, de surtout ne plus s'ennuyer à l'entraînement, etc. Tout à l'heure, on en rigolait tous les deux parce qu'on parlait de ma séance ou de certaines séances que je peux faire la semaine, comme 10 fois la même côte. J'adore ça. Toi, c'est quoi justement tes séances? Là, tu parlais de 5-6 heures sous la pluie. Ça n'a pas fait rêver. Déjà, moi, ça m'a pas fait rêver. Je pense que les auditeurs vont pas non plus rêver de cette sortie-là. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner 3-4 exemples de séances que tu peux faire la semaine qui... pour toi, sont des séances ludiques. Bien sûr, ça reste personnel, mais à quoi tu touches, par exemple? Moi, ma séance préférée dans mon entraînement, ça va être bête, mais c'est l'endurance fondamentale. Okay. Ouais, c'est ce que je préfère. Les heures, ça me fait pas peur qu'on me dise d'aller faire 6 ou 7 heures, c'est pas un problème. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que la veille, quand je sais que j'ai 6 ou 7 heures, je me mets devant mon ordi et je dis, bon, allez, où est-ce que je vais aller aujourd'hui? Okay. Et j'ouvre Open Runner et je suis là en train de faire mon parcours et ça me fait kiffer. Je dis,
quel col je vais pouvoir aller voir, quel paysage je vais pouvoir aller découvrir, quel parc naturel je vais pouvoir aller découvrir. Et c'est ça qui me plaît le plus, c'est cet esprit de découverte, de dire vraiment, faut juste que je roule à une intensité ciblée, qui est pas trop élevée, donc tu vas pouvoir profiter du paysage, et c'est là que tu te dis, je fais le plus beau sport du monde, quoi. Okay. Après, il y a des exos que j'apprécie plus que d'autres, évidemment. Par exemple, moi, en vélo, on fait pas mal d'exos de force. Ouais. Ça, c'est des exos que j'aime bien. Voilà, monter des cols pas trop durs, assez réguliers, en faisant des exos à 50 ou 60 tours minutes sur 10, 20 ou plus de minutes. Ça, c'est des exos que j'aime bien. J'aime bien travailler le sprint aussi, ça reste toujours un peu ludique. Et puis après, évidemment, il y a les exos plus contraignants. Quand j'ai une séance de lactique, je suis jamais bien content. mais il faut y passer par là, quoi. Comme tu dis, des fois, faire des allers-retours dans des bosses, si tu le fais pas, le collègue, il va le faire, donc il va être meilleur que toi, donc t'as pas le choix, quoi. Parce que toi, on n'en a pas parlé, mais les auditeurs, j'en suis sûr, auront cette curiosité. Tu te définis comme sprinter, rouleur, coéquipier de luxe. Comment tu te définis en tant que cycliste ? Baroudeur, j'ai envie de dire. Baroudeur, équipier quand même. J'ai un profil très complet et je suis à peu près bon partout, mais j'excelle nulle part. Okay. Donc en fait, j'ai un très bon sprint. J'ai gagné énormément de courses chez les jeunes au sprint grâce à mon sprint. Même chez les juniors sur des courses internationales, j'ai gagné aussi au sprint en National 1. Mais quand tu passes chez les pros, c'est encore un sprint qui est différent. Et en plus des qualités de sprinter, il faut avoir le mental du sprinter qui va frotter. C'est vraiment des arrivées très très compliquées, ça fait peur, c'est très nerveux, ça roule vraiment très vite. Et voilà, sur les arrivées au sprint, je peux faire des très bons résultats, mais je sais que je ne gagnerai pas. Si ça arrive en haut d'un col, c'est pareil, je serai toujours distancé avant les meilleurs. Alors je ne serai pas le premier distancé, parce que je me débrouille, je vais réussir à passer les cols, mais je serai jamais le meilleur. Sur les contre-la-montre, pareil, je ne suis pas un spécialiste. Donc en fait, j'ai vraiment cet aspect d'être polyvalent, d'être bon partout. Donc là, moi, actuellement, mon équipe, elle me fait vraiment confiance là-dessus, parce qu'elle sait que sur n'importe quelle course qu'elle m'envoie, je vais leur faire du boulot pour le leader qui sera désigné. Et ça me permet pour l'instant d'avoir la confiance de l'équipe, de re-signer des contrats, parce qu'ils savent que je suis important pour les leaders de l'équipe, que ce soit pour un sprinter donné, que ce soit pour un grimpeur donné. Ils savent que je peux être là à peu près sous toutes les conditions météo et sur tous les types de terrain. Donc on va dire vraiment un profil équipier. Après, baroudeur, dans le vélo on dit ça parce que c'est un profil aussi très résistant. En fait, je suis très performant sur les courses très longues. Dès que ça passe 4 heures, 4h30, 5 heures de course, c'est là où je performe le plus. Okay. C'est là où les écarts vont se réduire, en fait. Là où je passe de bon partout, mais j'excelle nulle part, les autres, quand ils vont plus réussir à exceller parce que les heures passent, ils vont se retrouver à bon. Et en fait, tu te retrouves au même niveau. Et donc, c'est là où je peux performer. Donc, aller de l'avant, aller dans les échappées, c'est quelque chose que j'aime faire. C'est quelque chose que l'équipe aussi apprécie parce que c'est des heures de télé et de publicité, donc on est rémunéré par des sponsors, hein, donc faut pas l'oublier. Et puis voilà, on va dire que le petit point, les courses qui me font entre guillemets rêver, que j'apprécie le plus, c'est les courses avec secteur pavé, avec secteur chemin aussi. Par exemple, cette année j'ai fait Paris-Tours, j'ai fait le Trobro-Léon, le Grand Prix de Denain. Ces courses-là, c'est des courses que j'adore parce qu'en fait, tous ces secteurs au fil de la course, déjà, c'est quasiment tout le temps, ces courses-là, c'est des courses très longues, de plus de 200 km. Donc déjà, ça joue en ma faveur. Et en plus, tous ces secteurs font que la course est très, très fatigante pour tout le monde, pour tous les organismes. C'est pas un point précis, c'est pas un col à un moment donné où il faut être le meilleur à PMA ou le meilleur au seuil. C'est sur toute la journée où tu bouffes ton énergie, et tu bouffes ton énergie de placement, donc de mental, mais aussi physique, et tu laisses des watts toute la journée sur la route. Et à la fin, en fait, tout le monde est complètement vide, et c'est là où je peux m'en sortir le mieux. Ouais. Ok, et justement, là on voit cette partie physique, tu nous parles de courses longues. Tout de suite, moi je fais le parallèle avec nutrition, parce que plus tu roules, plus tu consommes. En termes de data, toi, la nutrition, déjà, c'est arrivé quand ? Est-ce que déjà petit, c'était un sujet qui était présent quand tu faisais les courses en jeune ? Et aujourd'hui, quelle est cette évolution ? Je ne sais pas si tu peux donner des grammages que tu peux prendre sur une course, par exemple, de 200 bornes qui est très énergivore, comme tu viens de citer. Et comment tu t'alimentes surtout ? Est-ce que vous avez
tout sur vous? Est-ce que c'est comme à la télé, sur le Tour de France, où en fait on vient vous alimenter au fur et à mesure? Comment ça se passe? Pour répondre à ta première question, non, ça n'a pas toujours été le cas que je me suis intéressé à la nutrition. Au départ, c'était la pâte de fruits dans la poche et puis on verra si je la prends. Ouais. C'était les débuts, mais bon, ça suffisait très bien pour faire des courses d'1 heure ou 2 chez les jeunes. Là, évidemment, il y a vraiment des protocoles pour tout. Donc, on a des protocoles pour que ce soit la veille, 3 jours avant des courses, pour refaire les stocks glucidiques, que ce soit également le matin de la course. Et puis après, on a des nutritionnistes qui travaillent sur des protocoles plus individualisés justement sur le grammage de glucides en course. Moi, je sais que, par exemple, ça dépend vraiment de la spécificité de la course. Par exemple, si je pars sur une course où je sais que la première heure, il va falloir que j'essaye de prendre l'échappée. Ouais. Donc, il va y avoir énormément d'efforts à faire, énormément d'attaques à mettre. Et si j'arrive à la prendre, il va falloir au moins pendant 1 heure vraiment rouler fort pour faire un écart sur le peloton. Là, je vais partir sur un grammage très très élevé à 110, 120 grammes par heure. Ensuite, si je suis dans l'échappée, je vais continuer à amener énormément d'apports, mais un peu moins. Je vais descendre à 100 par exemple pour remonter à 120 sur la dernière heure de course. Okay. Par contre, si on me dit aujourd'hui, ton boulot c'est de prendre le vent et de placer ton leader grimpeur au kilomètre 160. Voilà, ça c'est ton boulot. La course, ça fait 180 km, mais toi ta course, ça s'arrête 160. Faut que tu le places là. Clairement, les 2 premières heures de course, je peux être à 80, 90, ça suffira. Puis augmenter progressivement jusqu'au moment fatidique où il faut que je sois au top, quoi. Mais ouais, ça c'est sûr que là tout est calculé. On part avec beaucoup de choses dans les poches, mais généralement pas tout. On a du coup de la boisson énergétique. Chaque coureur a ses préférences, mais entre 40, 50 et on a même des bidons à 80 grammes de glucides. Donc plus des gels ou des barres qu'on va amener en course. Et puis ensuite, pendant la course, justement, ça fait souvent partie de mon boulot. Il y a toujours un équipier ou 2 qui descend régulièrement à la voiture, donc qui appelle sa voiture de directeur sportif qui suit la course et puis qui vient chercher des gels et des barres pour tout le monde, des bidons aussi, qui ravitaillent ses collègues. Et puis on a aussi des assistants qui font des coupures et qu'on trouve sur le bord de la route, okay. Auxquels on peut prendre des musettes avec, pareil, toujours des gels, des barres et des bidons. Et voilà, on arrive à s'en sortir comme ça, sachant que en termes d'apport hydrique, par exemple, on va être à plus d'1 bidon par heure sur des températures normales, on va dire, beaucoup plus s'il fait très chaud. Donc après, généralement, avant le départ, on est tous avec notre calculette. Et puis, alors là, on va prendre combien, et puis il me faut ça dans les poches, et voilà. Ok, et justement, on voit que pour toi, en tout cas, en tant qu'athlète, la nutrition, c'est important, que ce soit pendant la course, et on voit que c'est en fonction des courses, c'est particulier aussi. C'est aussi après, avant et tout autour justement de cette course. Ça, c'est un sujet qui m'intrigue beaucoup et j'ai l'impression que dans le cyclisme, justement, du fait que vous ayez des nutritionnistes, que vous ayez une forte responsabilité et éducation sur ces sujets-là, c'est en place. Est-ce que toi, tu vois vraiment l'importance de ça? Est-ce que tu vois aussi tes coéquipiers qui prennent tous en considération cet aspect nutrition? Ou alors, pour certains, pour le coup, eux, c'est des gros sacrifices, ils ont du mal à suivre le plan de nutrition. Comment tu vois ce sujet dans le cyclisme? Je pense qu'il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres là-dedans. Par contre, c'est sûr que pour tout le monde, c'est un sujet hyper important. Parce que dans le vélo, c'est ton carburant, mais il y a aussi un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est le poids. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu montes un col, ton poids, il compte. Et voilà, on cherche tous à être le plus affûté possible. Alors, j'exagère parce qu'il y a des coureurs qui savent très bien, qui ne seront jamais grimpeurs, qui sont les meilleurs sprinteurs du monde. Ils ne sont pas à 100 grammes près. Mais la plupart, on cherche à être vraiment très affûté. Et surtout, en fait, on fait tellement d'heures de vélo, on s'entraîne tellement qu'on a une dépense énergétique qui est telle que si tu manges un peu mal, ça se ressent tout de suite. Ton organisme il est tout de suite encrassé, tu prends tout de suite du poids. Et donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est super important pour tout le monde, c'est qu'avec les quantités de nourriture qu'on mange, si tu manges mal, c'est vraiment mal parti. Donc tu es obligé de penser à tout et de manger très sain. En fait, ça reste des bases. Je veux dire, c'est juste manger comme on devrait tous manger dans la vie de tous les jours, mais ne manger aucun produit transformé, manger énormément de légumes, énormément de fibres, évidemment énormément de féculents parce qu'on en a besoin. Mais voilà, c'est manger des produits sains,
au maximum des produits bio, des produits qui viennent de pas loin, des produits locaux, des produits de saison évidemment. Mais en fait, c'est, j'ai envie de dire, juste logique, quoi. Mais c'est vrai que la société a un peu dérivé là-dessus et on a de moins en moins bien mangé avec les années. Je pense qu'on est tous d'accord, à part pour des raisons d'argent, pour dire que nos grands-parents mangeaient mieux que nous, par exemple. Ouais. Alors, il y avait évidemment certains qui n'avaient pas de quoi manger bien, donc ça vaut pas pour eux. Mais voilà, avec tous ces nouveaux produits transformés, tous ces sucres ajoutés qu'on trouve partout, c'est ça que nous, on enlève, en fait, et qu'il faut éviter. Ah bah, j'imagine, en plus, les quantités doivent être assez conséquentes, et c'est vrai que c'est un vrai aspect qui doit être pris en considération, et je trouve ça vraiment intéressant de dire que toi tu le sens dès que tu vas manger à côté. Et surtout j'invite les auditeurs, parce que je sais que c'est pour certains c'est un vrai sujet, à aller suivre Maël sur Instagram, parce que vous verrez qu'il fait aussi des pauses boulanges, mais des bonnes pauses boulanges. C'est ce qu'il faut regarder, et il me semble que t'aimes la cuisine aussi, donc ça c'est un vrai sujet. Et moi, un sujet qui m'attire, parce que là, on a vu la performance sportive, donc comment tu t'entraînes, la partie mentale, la partie, au final, qui est un sujet que j'aborde assez souvent dans le triathlon, parce que c'est un sport que je considère un peu plus précaire, c'est la partie sponsoring, mais on voit que toi, c'est assez logique, tu travailles cette partie-là, justement, médias, t'as toute une éducation sur ces sujets-là. Mais sur la partie mentale, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que t'as travaillé ces parties-là ? Est-ce que vous avez un préparateur mental au sein des équipes ? Est-ce que c'est un sujet qui anime ou pas du tout ? C'est quelque chose que t'as jamais travaillé et que tu travailles pas ? Comment ça se passe ? Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui en ont vraiment besoin. Il y en a qui en ont besoin et qui le demandent. Il y en a qui en ont besoin et qui le demandent pas, qu'il faut qu'ils en aient une prise de conscience. Et je pense, j'espère ne pas me tromper, mais que j'en ai pas besoin. En tout cas, on a un préparateur mental dans l'équipe qui vient au stage, et tous les ans, on fait un point avec lui. Et il nous pose énormément de questions. Alors, tu as un peu l'impression d'être chez le psy. Et moi, ça fait plusieurs années qu'il me dit écoute, je vais pas te servir à grand-chose cette année. Donc, si tu as besoin, tu m'appelles, mais pour moi, il n'y a pas besoin que tu viennes me voir. Et après, ça, c'est vraiment, je pense, propre à chacun. Et il y en a, je sais, qui en ont vraiment besoin. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est vrai que cet aspect-là, moi, c'est une partie que j'adore. Il y en a, c'est une évidence. Après, j'écoutais un interview de Teddy Riner qui disait que à partir du moment où on voulait exceller, il fallait trouver le préparateur mental qui nous correspondait et qui allait nous emmener encore plus loin. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes et des athlètes qui ont plus d'aptitude, on va dire, sur certains points. Mais en tout cas, vous avez quand même un prépa mental qui vous accompagne sur un stage dans l'année, quoi. Ouais, bien sûr. En fait, il est là sur un stage pour qu'on puisse le rencontrer, etc. Par contre, il y en a qui peuvent avoir affaire à lui toute l'année, vraiment au quotidien. Okay. Voilà, c'est libre choix de chacun. Ouais. Et pour aller un peu plus loin sur le vélo, réellement... tu dis que t'adores ça, t'adores voir des paysages, mais toi, qu'est-ce que t'aimes là-dedans ? Parce que là, on a échangé pendant un petit moment, j'ai l'impression que ce que t'adores, et malgré tout, c'est le cycliste que tu es, c'est le partage, c'est rendre un service aux autres cyclistes aussi, parce que c'est pas n'importe qui... Tu vois, il y a des cyclistes, quand tu écoutes certaines interviews, quand on leur demande d'aller chercher les bidons ou travailler pour X ou Y, c'est pas quelque chose qui leur plaît. Toi, malgré tout, on le voit dans ce que tu exprimes, c'est quelque chose que tu apprécies. Donc, qu'est-ce qui t'anime justement dans ce sport ? Est-ce que c'est le partage ? Est-ce que c'est vraiment que rester des heures sur la selle et aller voyager ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu en es là et que tu as envie de continuer dans ce beau sport ? Ouais, est-ce que tu as raison de préciser ce point ? Parce que je dis que j'adore m'entraîner, etc. Mais si je m'entraîne autant, c'est quand même pour performer, parce que j'ai toujours cet esprit de compétition. Parce que je suis compétiteur, je suis né comme ça, et je pense que je le resterai toute ma vie. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, on oublie un peu, ceux qui ne sont pas forcément dans le monde du cyclisme, c'est que c'est un vrai sport d'équipe. Et ça, c'est ça qui m'anime, en fait. C'est que peut-être que je ne gagnerai jamais une course chez les pros, mais par contre, faire gagner mon équipe, ça, c'est la plus belle des récompenses. Et ça m'anime. Ouais. En fait, c'est gagner, que ce soit moi ou mon équipe. Okay. Et c'est ça qui nous pousse tous les jours à... En fait, c'est des moments qui sont inoubliables, quoi. Si je te raconte des victoires chez les juniors, même en amateur, en National 1, je peux en avoir encore des frissons, parce que je me rappelle exactement le moment où tu franchis la ligne. Tu te dis, putain, je l'ai fait aujourd'hui, j'ai gagné, quoi. Et c'est des moments énormes. C'est des émotions que tu peux vivre que dans le sport. Et c'est ça qui m'anime.
ouais, je pense que je suis amoureux du sport et du cyclisme parce que c'est un sport d'extérieur où tu découvres des endroits incroyables. Mais je reste un compétiteur de base et c'est pour ça qu'on s'entraîne autant. Ouais, c'est sûr. Je pense que tu nous as montré vraiment en majorité que les bons côtés parce que plus l'épisode avance, plus j'ai envie d'être cycliste. et je me dis que moi aussi, ce qui m'anime, c'est de partager avec les autres, c'est ce sport. Tu vois, typiquement dans le triathlon, il y a le longue distance et le court distance où je trouve que le court, tu partages un peu plus parce qu'il y a ce truc d'équipe, alors que le long, c'est un peu différent, c'est vraiment un effort individuel. Et là, plus l'échange avance, plus je me dis ah ouais, c'est vrai que ça a l'air vraiment, vraiment bien cet univers-là. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un de tes meilleurs souvenirs, un de tes meilleurs briefs peut-être Là, tu parlais d'un passage sur une ligne d'arrivée. Est-ce que tu peux nous rentrer à l'intérieur d'un de tes meilleurs souvenirs et après on ira sur un souvenir un peu plus compliqué pour voir un peu les deux côtés aussi. Les souvenirs compliqués, ça va être vraiment simple, hein. Il y en a beaucoup. Là, je te fais déchanter un peu. Là, tu vois, j'ai actuellement quelques plaies ouvertes un peu partout. Mais ouais, non. Après un bon souvenir, peut-être l'un des plus beaux, c'est d'avoir gagné le souvenir Louison Bobet en National 1 quand j'étais à Sojasun, parce que ce jour-là, il y avait mon père qui était là, il y avait même mon grand-père qui était là. Donc c'était super rare. Mon grand-père, il n'est pas venu me voir beaucoup de courses, hein. Il est âgé et puis les courses sont loin. Ouais. Donc il est venu me voir à très très peu de courses, et puis ce jour-là, il était là parce qu'en fait là, cette course, ça passe, c'est du côté de Rennes. Et mes grands-parents habitent là-bas et le parcours passe littéralement devant leur maison. Donc en fait, depuis tout petit, quand j'allais m'entraîner avec mon père, on allait souvent les voir et on prenait toujours les vélos et on faisait le parcours de la Bobet parce que mon père faisait déjà cette course quand il courait. Mon grand-père aussi d'ailleurs. Et quand j'ai gagné cette course, c'était fou. En fait, tout s'était accumulé. Il y avait le fait que ce soit sur des routes que je connaissais par cœur, qu'il y ait mes grands-parents qui soient là, qu'il y ait mon père qui soit là. C'était aussi, ça tombait bien, hein, mais c'était la course qui était organisée par mon club à l'époque de Sojasun. Okay. Donc il y avait tous les bénévoles, en fait, tu sens que tu rends du monde heureux, quoi. Tu passes la ligne et tout le monde a des souvenirs, des sourires, tout le monde te saute dans les bras et ça reste gravé à jamais. C'est des moments énormes et pourtant, j'ai sans doute des résultats chez les pros qui sont, entre guillemets, sur le papier, plus importants que cette victoire qui était à un niveau inférieur quand même en amateur. Je sais pas à quoi je pourrais le comparer, mais c'est un peu comme si une équipe qui montait en Ligue 1, faisait 5e de Ligue 1, te disait que son meilleur souvenir, c'est d'avoir gagné la Ligue 2, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais ça, c'est des trucs, ça te met des frissons, quoi. Ce jour-là, ça a été une course... comme j'aime, très longue, très usante, avec beaucoup de bosses, mais un parcours polyvalent, pas un parcours de grimpeur non plus. Et je peux te redire exactement où est-ce que j'ai lancé mon sprint, où est-ce que je suis rentré sur le groupe d'échappée, est-ce qu'il y avait une quinzaine de coureurs devant, je sais exactement avec quel coureur on est rentré à 3 ce jour-là sur le groupe d'échappée, à combien de kilomètres de l'arrivée, à combien de mètres de l'arrivée j'ai lancé mon sprint, devant qui j'ai gagné. Enfin, je peux quasiment te faire le classement parce que en fait tout est marqué, quoi. Ouais, et justement parce que là on voit que tu vois la finalité, c'est il y avait tout le monde, il y avait ta famille, il y avait tout ça qui fait ce souvenir-là aujourd'hui. Et justement, est-ce qu'au départ, tu avais déjà ancré tout ça ? Est-ce que tu savais qu'ils étaient tous là, il y avait beaucoup de choses uniques qui étaient réunies, et du coup, tu étais dans un flow qui était différent, ou alors c'est vraiment ta performance sportive, les routes que tu connaissais, qui fait que ce jour-là, tu étais meilleur, quoi. Je pense pas que ça joue. Enfin, mais là, pareil, peut-être qu'un préparateur mental dirait le contraire. Mais non, je pense pas que ça joue parce que moi, une fois que je suis avec le dossard dans le dos et qu'on me met le top départ, surtout chez les amateurs où j'étais là pour gagner, je suis dans une bulle et je m'en fous du parcours, je m'en fous d'où je suis, je veux gagner, quoi. Okay. Je pourrais même te dire qu'il y a des courses où je saurais même pas qui était là. Enfin, c'est juste, je suis là pour gagner. Et je pense que c'est un mental que t'as quand tu nais, ça, c'est quelque chose que tu n'as même pas besoin de travailler, c'est inné. Et c'est une bulle et tu penses qu'à ça. Ouais, et puis ça se cultive au fur et à mesure des courses. Et tu c'est l'appétit qui vient en mangeant, quoi. T'en gagnes une, t'as eu cette émotion. Et c'est tellement de
d'hormones qui sont libérées et que tu te dis, il faut que je le refasse, quoi. Faut que je m'entraîne encore plus pour aller en gagner d'autres, quoi. Et justement, le prochain rêve, c'est quoi l'avenir? Tu rêves de quoi? De gagner chez les pros, du coup. Okay. De lever les bras chez les pros, ça c'est sûr. Après, pour la petite info, moi, notre équipe, en fait, dans le vélo, c'est un peu compliqué, compliqué. C'est un peu différent des autres sports parce qu'il y a plusieurs divisions, mais c'est une division que des équipes par budget. Par contre, on court tous ensemble quand même, sauf sur quelques courses dans l'année, qui sont le Tour de France, par exemple. Il y a les 3 grands tours, le Tour d'Italie, le Tour de France, le Tour d'Espagne, donc les 3 courses sur 3 semaines, qui sont des courses World Tour, donc réservées aux équipes World Team. Et nous, on n'en fait pas partie. Donc, on n'a pas le droit d'aller sur le Tour de France. Pourtant, on court toutes les autres courses avec ces coureurs-là. Ouais. Donc, évidemment, moi, le rêve, à plus ou moins court terme, on va dire, c'est de gagner, de lever les bras chez les pros, de retrouver cette émotion. Mais c'est aussi d'intégrer une autre équipe, une équipe qui fait partie du World Tour, pour pouvoir prendre le départ du Tour de France. Ça reste, je pense, un rêve pour tout coureur. Et ça reste le plus bel événement cycliste au monde et peut-être l'un des plus bels événements sportifs au monde. Donc, le Tour de France, c'est quelque chose qui te donne envie. Ouais. J'espère que si on doit refaire un épisode à court moyen terme, je te demande quel est ton meilleur souvenir et que ça soit ça. En tout cas, je te le souhaite. Et dans l'échange qu'on a, dans le professionnalisme que tu as aussi, je pense que c'est juste une question de temps parce que tu es quand même assez jeune, comme tu le disais. Et j'ai une question assez atypique pour finir le podcast que je pose à tout le monde. C'est lors d'une séance d'entraînement difficile. Donc toi, on va partir sur une séance lactite. Tu te dis quoi mentalement? Comment tu fais face à cette séance? Qu'est-ce qui fait que tu l'as finie? Moi, c'est mode robot. J'ai mon écran avec mon compteur et j'ai des laps et je sais qu'il faut que je fasse tant de secondes à tant de watts et c'est robot. Je pense plus à rien. Il n'y a aucune pensée. C'est genre, je sais que je le ferai. Okay. C'est-à-dire que je peux ne pas être bien, je peux me mettre dans un état pas possible, mais je le ferai parce que c'est écrit. Okay. Si ça a été écrit, je suis très... ma maman, elle dirait que je suis un peu cartésien, voire limite maniaque sur les bords. Mais si j'ai reçu un programme et que ça a été écrit, que ça a été pensé pour que je performe, je me dis si je le fais pas, ça peut me mettre de mauvaise humeur pendant des jours et des jours parce que je vais m'en vouloir jusqu'au vendredi de ne pas avoir fait la séance complète le mardi. Donc ça, c'est vraiment c'est mode robot, je pense à rien, je fais mes laps sur mon compteur et voilà. Je regarde juste des chiffres sur un écran. Bon, faut pas espérer que le coach ait fait une faute de frappe en mettant 20 au lieu de 2 et que tu sois là, putain, j'arrive pas à la finir celle-ci. C'est pas faux, ouais. Ok, très cool. Bon, j'ai passé un super moment. Je te remercie et surtout, je vais continuer à suivre ton évolution dans ce monde-là. J'invite les auditeurs à te découvrir sur les réseaux sociaux où tu es assez actif, donc sur ton compte Maël Guégan. Et puis, je te dis à très vite. Très bonne course. Remets-toi vite de cette petite chute, mais qui est déjà passée, j'ai l'impression. Et merci pour ce moment. Merci à toi, c'était vraiment sympa. Et puis j'espère que ça amènera d'autres cyclistes derrière ton micro, parce que tu as toujours des questions intéressantes. Donc ça lance la voie. Autant les cyclistes, on aime le triathlon, mais je pense que les triathlètes aiment le vélo aussi. Donc c'est un beau lien à faire entre les deux sports. Exactement, vraiment 2 univers qui se rassemblent. Donc merci à toi d'avoir ouvert la voie. Pas de souci, merci. Merci, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur toi pour me mettre un avis sur les différentes plateformes d'écoute pour continuer à faire évoluer ce podcast. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao.